De la princesse à dos de taureau à la communauté de destin, l'Europe, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Un passé, un présent et un avenir que nous allons explorer. Des réussites dont nous pouvons être fiers. L'Europe, c'est aussi l'éternel champ de bataille, la folie des grandeurs et des valeurs partagées. Tant de craintes, d'espoir et de questions. Notre Europe, quelle histoire! Au XVIIe siècle, l'absolutisme est au zénith en Europe. Tandis que Louis XIV règne en monarque tout-puissant sur la France, les autres souverains du continent rêvent d'imiter le roi Soleil, dont le rayonnement s'étend jusqu'en Russie. Outre-mer aussi, les Européens se battent pour se faire une place au Soleil. Et tous les moyens sont bons. Mais l'époque est aussi aux lumières et au développement des sciences qui font briller un tout autre soleil, celui de la connaissance. Tous les enfants savent de nos jours que les planètes tournent autour du Soleil et non autour de la Terre. Mais lorsque les astronomes européens démontrent cette thèse au XVIe siècle, c'est un choc pour beaucoup de leurs contemporains. La doctrine universellement admise depuis l'Antiquité serait donc erronée? Le Soleil serait au centre de l'univers et non la Terre? En Europe, c'est la France qui entend occuper le centre de l'univers. Ou plutôt son roi Louis XIV, qui s'approprie résolument cette symbolique et se fait appeler Roi Soleil. L'ordre étatique français, calqué en quelque sorte sur le système solaire, correspond à un mode de gouvernement appelé absolutisme, dans lequel le roi a tous les pouvoirs. Louis XIV aurait ainsi déclaré « L'État, c'est moi ». Bientôt, le souverain ne se contente plus d'être l'astre suprême autour duquel gravite la cour en France, il veut briller sur l'Europe tout entière. Louis XIV s'engage ainsi dans une série de guerres sur le continent. Au XVIIe siècle, ce dernier est aux mains de quelques dynasties. L'absolutisme alimente les conflits tout en exerçant une attraction irrésistible. L'Europe veut être à l'image du roi Soleil. Et le monarque donne des idées à ses homologues avec sa nouvelle résidence qui relègue dans l'ombre toutes les constructions antérieures, Versailles. Une résidence aux dimensions colossales qui voit passer aussi la noblesse et le personnel, soit jusqu'à 10 000 personnes chaque jour. Actuellement, des milliers de visiteurs viennent admirer chaque année cet exemple éclatant de la culture de cour en Europe. Dans les faits, le quotidien au temps du grand siècle y est cependant moins raffiné qu'on l'imagine parfois. Les lieux d'aisance fixes sont quasi inexistants, car on utilise des dispositifs mobiles comme les chaises percées. Et quand vient l'heure de manger, le roi répugne à utiliser des couverts. Ces courtisans se disputent la proximité du souverain. Ils sont prêts à dépenser des sommes folles pour assister à ces repas, ce qui, à nos yeux, est pour le moins extravagant. Cette mise en scène, si déroutante pour nous, n'a qu'un objectif, manifester la suprématie de Louis XIV. Depuis, les mœurs ont quelque peu évolué.
Versailles, le Trianon, la grande galerie des glaces. À l'époque, tous les princes voulaient avoir ça. Et ça a été copié aux 4 coins de l'Europe, mais naturellement, jamais égalé. Wie steht's? Pardon? Ich finde, euer Versailles stank zum Himmel. Tut mir leid. Mais pas pour l'aîné baroque, cher ami. Kein Wunder, wo sich doch eh keiner gewaschen hat, weil das Baden als gesundheitsschädlich galt. Und dann diese verschwitzten Perücken aus Pferdehaar mit lauter Ungeziefer drin. Bah. Dans le temps, ils avaient une toute autre approche de l'hygiène. Réjouis-toi, parce que sans Versailles, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de parfum. Danke, ich hab die Nase voll von Versailles. Au XVIIe siècle, la plupart des souverains d'Europe lorgnent avec envie sur Versailles, nec plus ultra du luxe. Eux aussi aspirent à un pouvoir absolu. Eux aussi veulent parler français et se faire construire un château. Des palais inspirés de Versailles sont construits de la Suède à l'Espagne, de l'actuelle Belgique à la Russie. Dans l'ombre du roi Soleil, on copie sans complexe ses réalisations. Louis XIV joue un double rôle en Europe, à la fois positif et négatif. D'un côté, il y a la création du modèle versaillais. Du jour au lendemain, toute l'Europe veut imiter Versailles et sa culture, mais aussi apprendre le français. Dans le même temps, Louis XIV est aussi le monarque qui bouleverse l'équilibre européen. Il sort de ses frontières pour engager des guerres et annexer des territoires. On a presque le sentiment que l'Europe se ligue contre Louis XIV. Elle tente de préserver l'ordre établi face à ce souverain un peu trop sûr de lui. Loin de ces rivalités internes, une bonne partie du continent adopte le style baroque. Il s'agit d'un nouveau courant artistique né en Italie, dont s'inspire la décoration intérieure de Versailles, même si l'architecture du château, elle, est plutôt classique. Ses détracteurs dénoncent cette passion immodérée pour les fioritures et les dorures. Mais l'Europe semble sous le charme et les décors surchargés s'imposent un peu partout. Et de nos jours, l'ostentation du baroque et du classicisme n'a pas disparu. Elle est peut-être même bien vivante, que ce soit dans le style vestimentaire de certains cadres supérieurs ou dans l'architecture des sièges de banques et de grands groupes. L'argent et le pouvoir qui l'accompagnent continuent d'être étalés sans retenue. L'enjeu reste la mise en scène de soi. Mais pour retrouver de nos jours le baroque authentique, peut-être faut-il se rendre au Vatican, où règne l'un des derniers souverains d'Europe, le pape. Revenons au XVIIe siècle. Sur la scène européenne, tous les souverains cherchent à prendre la place du roi Soleil. Et l'intéressé ne se laisse pas faire. La politique de grandeur du souverain est source d'inquiétude croissante pour son contrôleur général des finances, Jean-Baptiste Colbert. Les fêtes extravagantes et les guerres sans fin ont vidé les caisses de l'État. Or, le monarque n'a aucune intention de ralentir ses dépenses et compte bien conserver sa suprématie en Europe. Colbert va devoir trouver une solution. Ce sera une barrière douanière. Il devient si coûteux d'importer des marchandises que les Français s'en tiennent aux productions nationales. L'argent reste donc à l'intérieur du royaume. De nombreux autres souverains s'empressent d'adopter ce système nommé mercantilisme. On est encore très loin d'un espace économique à l'échelle de l'Europe tel que nous le connaissons. Toutefois, l'Angleterre et les Provinces-Unies, ancêtres des Pays-Bas, optent pour un autre modèle qui préfigure les choix d'aujourd'hui, le libéralisme. William et Kate, Willem Alexander et Maxima, Charles et Camilla, de nombreux pays dans lesquels la monarchie est aujourd'hui bien vivace, sont ceux qui, à l'époque, ont fait ce choix. Les Provinces-Unies deviennent une république à la fin du XVIe siècle et l'Angleterre une monarchie parlementaire à la fin du XVIIe. Le Bill of Rights, la Déclaration des droits, adoptée en 1689, soumet certaines décisions du roi à l'approbation du Parlement.
C'est ainsi qu'actuellement encore, la reine d'Angleterre prononce au début de chaque session parlementaire le discours du trône, une allocution rédigée par le gouvernement de Sa Majesté, et que le gouvernement collabore avec le Parlement. Au XVIIe siècle, les Britanniques laissent de plus en plus les marchés s'autoréguler. L'économie est contrôlée non par l'État comme en France, mais par l'offre et la demande. Le libéralisme va permettre au Royaume-Uni de devenir la première place financière d'Europe. Quant aux Pays-Bas, ils sont eux aussi un poids lourd financier et possèdent l'une des principales plaques tournantes du commerce international, le port de Rotterdam. C'est au XVIIe siècle qu'il construit sa prospérité, à l'époque où les Européens partent à la découverte et à la conquête du vaste monde. Dans cette chasse au trésor, l'heure est au chacun pour soi. Les puissances du vieux continent se disputent la moindre parcelle de terre inexplorée à la surface de la planète. Et le suspense est intense. Qui découvrira la Terra Australis Incognita, le mythique continent austral? Qui plantera son drapeau pour mettre la main sur ces richesses, que l'on pense prodigieuses? Les Britanniques tiennent la corde. Et tant pis s'il s'avère en définitive que la Terra Australis n'existe pas sous la forme espérée. Tant pis si la masse des terres de l'hémisphère sud est loin d'égaler celle de l'hémisphère nord. Tout est bon à prendre. L'Anglais James Cook, grand explorateur du XVIIIe siècle, prend possession de très nombreuses îles pour l'Empire britannique. Et de leurs ressources, bien sûr. Explorateurs et conquérants sont intéressés par tout ce qu'ils découvrent. Quitte à abuser de l'hospitalité des autochtones. En général, les Européens ont été bien accueillis partout où ils accostaient. Ces peuples n'imaginaient pas qu'ils allaient se faire rouler dans la farine et que les explorateurs n'étaient là que pour s'approprier leurs richesses. L'Europe pratique une politique d'expansion agressive et profite des territoires conquis. Tu en as d'autres comme ça? Dans beaucoup de cas, les Européens ont procédé à un pillage pur et simple. Regardez les musées ici. Ils sont remplis d'objets précieux qui viennent du monde entier. Personne ne les a achetés. Personne n'a demandé au peuple autochtone s'il voulait bien s'en séparer. On s'est tout bonnement servi. Les Anglais prennent ainsi le contrôle de Tahiti, mais aussi de Madras et du Bengale, deux régions du sous-continent indien aux riches sols alluviaux. Les Néerlandais tentent de prendre la Nouvelle-Zélande aux Maoris, ainsi que l'île de Manhattan, plus tard New York, aux Indiens Manates. Ils occupent également le cap de Bonne-Espérance, aujourd'hui en Afrique du Sud. Les Français font main basse sur le Sénégal et sur Madagascar, ainsi que sur Saint-Domingue, par la suite renommée Haïti. En quelques années, les Européens multiplient leurs zones d'influence et s'approprient tout ce qui semble pouvoir rapporter. Pour rentabiliser les trajets, ils mettent en place un système particulièrement sinistre de commerce triangulaire. Avant de mettre le cap sur les colonies, les navires vides font escale en Afrique et chargent des esclaves. Les nouveaux territoires ont besoin d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Après avoir déposé leur cargaison humaine, les navires repartent remplis de coton, de tabac, de café, de cacao ou de sucre. Une exploitation pensée méthodiquement. En revanche, la déstabilisation relative du continent africain qui en résulte ne préoccupe guère les Européens. Certains Blancs voient les Noirs comme des bêtes de somme et les traitent en conséquence. Ce sont le plus souvent des trafiquants arabes ou africains qui se chargent de la capture pour leurs commanditaires. Dans ce domaine aussi règnent les lois de l'offre et de la demande.
Si les Européens n'ont pas inventé le commerce des esclaves, ils le perfectionnent. En 400 ans, ils envoient ainsi quelques 11 millions d'esclaves africains vers le Nouveau Monde et les îles de l'Atlantique. Le système prend fin au XIXe siècle avec l'interdiction progressive de la traite des Noirs et l'abolition de l'esclavage par les Européens. Les Pays-Bas sont l'un des derniers pays européens à l'abolir en 1863. Il faut dire que la traite atlantique a joué un rôle important dans l'ascension économique de la puissance maritime. Les Néerlandais ont eu des difficultés à renoncer à la prospérité qu'elle leur a offerte. De nos jours, le passé esclavagiste du pays peut susciter des tensions. En cause par exemple Zwarte Piet, le page maquillé en noir qui accompagne toujours Saint-Nicolas. Ou les peintures ornant le carrosse du roi des Pays-Bas lorsqu'il traverse la haie à l'occasion du jour du prince. Tradition ou autre chose? Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour réclamer que l'on modifie la décoration du carrosse et que l'assistant de Saint-Nicolas ne soit plus grimé. Reste à voir si ces protestations seront suivies d'effet. On ne réduit pas un peuple en esclavage si on ne considère pas qu'il est inférieur. Au départ, les Européens ont voulu asservir les Amérindiens. Mais ceux-ci, soit ne pouvaient pas travailler sous les latitudes tropicales, soit se sont révoltés. C'est ainsi qu'est née l'idée de faire venir des Africains. Ce système a eu des retombées économiques très positives pour l'Europe, mais il a été dévastateur pour l'Afrique. Imaginez que pendant des siècles, la quasi-totalité des hommes et des femmes en âge de travailler étaient envoyés en esclavage. Dans de nombreux villages, il ne restait donc que des personnes âgées ou des enfants. La traite a mis à terre toute l'économie et elle a mis à terre, bien sûr, les structures politiques. L'Europe est encore embarrassée par son histoire coloniale et les Pays-Bas assument mal les souffrances qu'ils ont pu causer. Si le gouvernement néerlandais a exprimé en 2013 des regrets officiels pour la traite des Noirs, il n'a reconnu aucune culpabilité, craignant des demandes de réparation. Il demeure que l'esclavage, au mépris de la dignité humaine, est une tache sur l'histoire de l'Europe. On préfère souvent convoquer les images d'Épinal du temps des colonies, les canaux pittoresques d'Amsterdam aménagés alors, ou les navires qui rappellent la puissance des Provinces-Unies. Au XVIIe siècle, le port d'Amsterdam est le plus actif au monde, avec plus d'1 millier de navires adaptés à la haute mer. Le siècle d'or est tellement faste pour les Hollandais qu'ils ne savent pas quoi faire de leur richesse. Ils doivent se montrer imaginatifs. Puisque leur territoire national est limité, ils décident d'investir dans l'art. Des centaines de peintres produisent des quantités industrielles de tableaux. C'est l'une des périodes les plus prolifiques de toute l'histoire de l'art. Et on la doit en partie aux esclaves et aux colonies. Sans eux, l'héritage culturel dont nous sommes si fiers serait peut-être moins spectaculaire. Autre placement sûr au XVIIe siècle, les tulipes. Initialement importées de l'Empire ottoman, ces fleurs exotiques sont très prisées dans les cours européennes. Elles expriment à la fois l'élégance et la gravité, tandis que leur absence de parfum est, dit-on, le signe d'une tempérance vertueuse. À mesure que la demande de tulipes augmente, leur cours s'envole à la bourse d'Amsterdam. Pour acheter un bulbe, il faut bientôt débourser 120 boisseaux de blé, 240 boisseaux de seigle, 4 bœufs, 8 porcs, 12 moutons, 2 tonneaux de vin, 4 fûts de bière, 2 barils de beurre, 1000 livres de fromage, un lit, un costume et une coupe en argent. Au plus fort de la spéculation, 3 bulbes de tulipes se monnaient contre une maison entière. Cela ne peut pas bien se terminer.
La bulle de la tulipe éclate en 1637. C'est le premier krach boursier de l'histoire. Et le début de la fin pour la grandeur néerlandaise. La popularité des tulipes a cependant peu souffert de cet épisode. Les Pays-Bas restent le pays des tulipes, une variété incontournable dans la plupart des jardins. Und so eine kleine Tulpenzwiebel hat also halb Holland an den Rand der Pleite gebracht. Incroyable. Mais tu crois qu'on pourrait encore se faire contaminer? Du meinst mit Tulpenfieber? Nein, glaube ich nicht. Wir modernen Europäer sind dagegen immun. Zumindest was Tulpen angeht. Bon, quoi qu'il en soit, le grand crash des tulipes a bien plu aux Anglais. Après tout, il a probablement ruiné l'ambition hollandaise de devenir une puissance mondiale. Ja, über Nacht waren die Briten einen ihrer Hauptkonkurrenten los. Stell dir mal vor, die Weltsprache wäre heute Holländische, nicht Englisch. Hollandais, elle est bien bonne celle-là. Personne ne pourrait le prononcer, hein. Goedemorgen. Ach, und seit wann könnt ihr Franzosen Englisch richtig aussprechen? Absolutely, we can speak English. C'est juste qu'on n'en voit pas l'intérêt. Ach so. Les Européens sont animés non seulement par l'appât du gain, mais aussi par l'attrait des pays lointains. L'exploration des mers du Sud, comme on appelle alors le Pacifique Sud, paraît exaltante. Les îles à la végétation luxuriante et aux plages bordées de palmiers sont si belles que les premiers explorateurs croient avoir retrouvé le paradis perdu. Dans l'imaginaire européen, les peuples autochtones deviennent de bons sauvages. Ils vivent en accord avec la nature, loin de la corruption, de la civilisation et surtout pratiquent l'amour libre. Un naturaliste écrit ainsi au XVIIIe siècle. Nés sous le plus beau ciel, ils ne connaissent d'autre Dieu que l'amour. Tous les jours lui sont consacrés, toute l'île est son temple, toutes les femmes en sont les idoles, tous les hommes les adorateurs. Et quelles femmes encore! C'est un petit choc pour les Européens, aux mœurs si différentes. Chez eux, elles sont plus austères. La sexualité relève uniquement de la sphère privée et ne doit théoriquement servir qu'à la reproduction. Les choses vont changer au XVIIIe siècle. Sans doute influencés en partie par les récits des mers du Sud, de nombreux romans érotiques apparaissent, tels que Thérèse philosophe ou Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir. Les illustrations qui les accompagnent paraissent étonnamment osées. Ces œuvres suscitent un tollé parmi les critiques puritains. C'est en quelque sorte la première révolution sexuelle en Europe. Ui, also, das ist aber wirklich... Pas mal non plus, hein. Dass sie diese Schweinereien schon vor 300 Jahren gedruckt haben. Mais pourquoi pas? Franchement, chez vous, en Allemagne, côté littérature érotique, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Si en plus on doit se laisser dépasser par les Anglais, tiens, tu sais que ça, Fanny Hill, chez vous c'était interdit jusqu'en 1969. Ja, jetzt sind wir wieder die Verklemmten. Aber warum stammen diese ganzen Schriften eigentlich nur von Männern? Ben, c'est pourtant clair. Parce que les hommes savaient et savent déjà tout mieux que nous. Y compris sur la sexualité féminine. Ach ja, stimmt. Wo wäre man da auch hingekommen, wenn die Frauen plötzlich ihre eigenen Fantasien aufgeschrieben hätten? Bon, ben, en route pour 50 Shades of Grey. Ich trinke den köstlich kalten Orangensaft mit großen Schlucken und stehe auf. Dans les mers du Sud, la frénésie de conquête a de lourdes répercussions. On estime que des parts énormes de populations locales sont emportées par les maladies introduites par les Européens. Les survivants sont civilisés par la force. Malgré un émerveillement initial pour leur mode de vie, les Européens s'estiment supérieurs à eux, politiquement, économiquement et surtout moralement. Beaucoup d'anciennes colonies conservent de nos jours des liens de dépendance avec les pays du vieux continent et leur rendent de précieux services. Elles sont leurs paradis fiscaux, leurs jardins d'Éden de substitution pour les vacances ou encore leurs terrains d'expérimentation pour certains essais que l'on préfère mener discrètement, loin de l'Europe. 5, 4, 3, 2, 1, feu!
l'esprit de découverte qui anime les Européens au XVIIe siècle a aussi des aspects plus glorieux. Depuis qu'ils savent que la Terre tourne autour du Soleil, ils s'enhardissent. Leur pensée est de plus en plus libre et irrévérencieuse. Quelques souverains éclairés encouragent le développement des sciences. De nouvelles chaires de philosophie sont instituées dans les universités. Cette discipline qui consiste à remettre en question toutes les vieilles certitudes pose un défi à la théologie. Car pour les philosophes de ce temps, la foi et la religion ne suffisent pas pour parvenir à la connaissance. La logique et la raison sont tout aussi indispensables. C'est le temps des Lumières, et elles ne connaissent pas de frontières. Avec Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Emmanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz ou encore Hegel. Les XVIIe et XVIIIe siècles concentrent quantité de grands esprits. La pensée des philosophes va inspirer aux scientifiques de nombreuses découvertes majeures. Anthony van Leeuwenhoek, hollandais avide de savoir, cherche ainsi à établir la composition de la plaque dentaire. Grâce au puissant microscope qu'il met au point, il découvre l'existence de minuscules animaux, nommés plus tard bactéries. Il découvre également que la vie naît non pas de la matière inerte, mais des spermatozoïdes. De quoi contrarier les autorités religieuses. La vie serait soudain déterminée par les lois de la nature et non plus par la volonté divine? Plus grave encore, le médecin anglais William Harvey établit les lois de la circulation sanguine. On pensait jusqu'alors que le sang se formait dans le cœur ou dans le foie. Et il faudrait rétrograder au rang de simple pompe le siège de l'esprit vital? Comme s'il ne suffisait pas que la Terre ne soit qu'une planète parmi d'autres, le Britannique Isaac Newton fait une autre découverte. La légende raconte qu'un jour, dans un jardin, il aurait compris en assistant à la chute d'une pomme que le mouvement des planètes n'est pas dû directement à la main de Dieu, mais à la gravitation. On redécouvre aussi l'enfance, avec des romans tels que Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, conseille aux parents de ne plus faire travailler leurs enfants et d'encourager leur talent naturel. Mais comme on le sait, il abandonnera lui-même ses 5 enfants à l'hospice. L'Europe est alors synonyme de progrès. D'importantes découvertes sont réalisées dans tous les domaines, mathématiques, physique, chimie, biologie, astronomie ou encore pédagogie. Elles sont rassemblées dans les 35 volumes de l'encyclopédie. Tout le savoir de l'époque réuni est mis à la disposition de tous? Ce serait inédit. Ce n'est pas tout à fait le cas. Les livres sont onéreux et réservés à l'élite intellectuelle. Dans les salons littéraires qui fleurissent un peu partout, on étudie cette somme de connaissances tout en débattant de son idéologie. Car si les articles de l'encyclopédie sont surtout scientifiques et techniques, entre les lignes, Diderot, d'Alembert et leurs co-auteurs adressent des piques au clergé et à la noblesse. Comment tout cela va-t-il finir? Oh, monsieur Diderot, je suis bien aise que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Venez donc. C'est lui. Je vous présente l'auteur de l'encyclopédie. Celle-là même qui est entre vos mains. Ceci est un outrage au roi. Voyons, mais enfin pourquoi? Je vous le dis, les hommes ne seront pas libres tant que le dernier roi n'aura pas été étranglé avec les tripes du dernier prêtre. Actuellement, les encyclopédies numériques font partie de notre quotidien et sont accessibles à tous. Dans le cas de Wikipédia, ce sont même les utilisateurs qui contribuent au contenu. Résultat, non plus 35 volumes, mais plus de 35 millions d'articles rédigés par des millions d'auteurs. Les Lumières du XXIe siècle, ce serait le savoir par et pour tout le monde.
De nos jours, voyager est également devenu une évidence. Des milliers d'étudiants participent chaque année au programme d'échange de l'Union européenne, Erasmus, pour faire des études ou des stages en dehors de leur pays. Au XVIIIe siècle, les voyages sont plutôt l'apanage des nobles, mais la jeunesse dorée européenne se rend déjà à l'étranger. L'ancêtre d'Erasmus, en quelque sorte, s'appelle le Grand Tour. Le Grand Tour est un voyage de formation. Les jeunes aristocrates vont voir sur le terrain tout ce qu'ils ont appris dans les livres. Ça leur ouvre des horizons. En passant les frontières, ils découvrent d'autres pays et d'autres mœurs. Une fois qu'ils ont vu autre chose, ils jettent un regard différent sur leur propre culture et prennent conscience de la diversité de l'Europe. Mais qu'est-ce que l'Europe au XVIIIe siècle ? Les jeunes globetrotters privilégient la France et l'Italie, notamment Venise, Florence et Rome. La visite de la ville éternelle est le point d'orgue de tout Grand Tour. Bien entendu, il y a des régions d'Europe où ils ont moins envie d'aller, voire même des régions où ils ne vont pas du tout. Le Saint-Empire romain germanique, donc notamment l'Allemagne, n'est pas très prisé. On raconte qu'il est compliqué de voyager là-bas et que les habitants sont froids. Et très peu de ces jeunes gens se risquent jusqu'en Russie ou plus à l'est. Si l'Europe ne va pas à la Russie, alors la Russie viendra à l'Europe. C'est ce que se dit le tsar Pierre le Grand à la fin du XVIIe siècle. Si la Russie est alors le plus vaste empire de la planète, elle est aussi très en retard sur l'Europe de l'Ouest en matière de progrès technique et de prospérité économique. Il est temps d'agir. C'est la raison pour laquelle le tsar entreprend lui aussi une longue tournée de l'Europe. Il veut enrichir ses connaissances en visitant l'Occident plus avancé. Le tout, si possible, incognito. Avec une suite de plus de 300 personnes, c'est bien sûr peu réaliste. Mais les Européens respectent son souci d'anonymat. Le marché russe est alléchant. Ils espèrent récolter les fruits de sa visite. Partout où il choisit de se faire reconnaître, l'espion économique venu de l'Est est bien accueilli. Les Prussiens l'initient à l'art des canons. Chez les Néerlandais, il découvre la construction navale. Quant aux Anglais, ils le conseillent en matière financière. Pendant 18 mois, Pierre le Grand accède ainsi aux secrets de l'Europe de l'Ouest et y absorbe tout le savoir disponible. De retour en Russie, le tsar entreprend de mettre en application ses nouvelles connaissances et de moderniser son pays. Première étape, modifier l'allure de ses sujets. Pierre le Grand leur impose par oukase de se raser la barbe et de se vêtir à l'occidentale. Entrez. À ses yeux, la barbe traditionnelle russe est une coutume rétrograde. Mais il a beau donner l'exemple, il s'avère difficile de rapprocher son peuple des Européens. L'interdiction de la barbe suscite une forte résistance. Dans la culture orthodoxe, la pilosité faciale est considérée comme un signe de vertu et un don de Dieu. La raser est donc un péché. Pour faire appliquer l'interdiction, le tsar envoie des barbiers faire la chasse aux contrevenants. Mais les Russes n'ont aucune envie de se faire européaniser et laissent repousser leur barbe. Le souverain finit par assouplir son oukase. Moyennant le paiement d'une taxe, ceux qui le souhaitent peuvent conserver leur barbe. Au moins un entêtement de ses sujets renfloue-t-il les caisses de l'Empire. Mais il est un domaine où Pierre le Grand impose pleinement sa volonté, la construction d'une ville à l'européenne. Sa ville, Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie. Jusqu'en 1703, le site n'est qu'un delta marécageux. Le tsar le choisit pour se rapprocher de l'Occident, géographiquement parlant. Il déplace même la capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg et veut ainsi ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Pour sa construction, le tsar peut compter sur les artisans et ingénieurs expérimentés qu'il a recrutés dans toute l'Europe au cours de son voyage. Un transfert de connaissances massif de l'Ouest vers l'Est.
Le chantier est aussi un cadeau empoisonné. Il coûtera la vie à des dizaines de milliers d'ouvriers réquisitionnés par le pouvoir. Fasciné par l'Europe, Pierre le Grand veut mettre son peuple à la page coûte que coûte. Il lui offre l'une des plus belles villes du monde, mais aussi le premier musée de Russie, la Kunstkamera, ou cabinet de curiosité. La collection de dents, arrachée par le tsar en personne, n'attire peut-être pas les foules. Mais le musée a d'autres atouts et propose des curiosités de différents pays d'Europe, parmi lesquels la collection de préparations anatomiques du professeur néerlandais Frederik Ruysch. L'entrée est gratuite et donne droit à une tasse de café. Même les Russes les plus modestes peuvent venir s'instruire et apprendre, par exemple, que les malformations ne sont pas une punition divine comme on le croyait jusqu'alors, mais l'œuvre de la nature. Les Lumières sont arrivées en Russie. Ce Pierre le Grand, il s'est pas vraiment fait apprécier de ses sujets, si? Zumindest nicht bei denen, die ihre Bärte oder Zähne behalten wollten. Ou qui tenaient aux vieilles traditions russes. Ach, den Zahn wollte er ihnen ziehen. Immerhin, er hat eine der schönsten Städte Russlands als Fenster nach Europa gegründet. Et où aujourd'hui encore Poutine le Grand reçoit les grands chefs d'État. Mais la fenêtre sur l'Europe reste encore et toujours fermée. Der Präsident verträgt die Zugluft nicht. Bon, en même temps, si les Européens ne passaient pas autant de temps à brasser de l'air autour de ça. Saint-Pétersbourg se retrouve dans une curieuse position, à la fois petite portion d'Europe en Russie et parcelle de Russie en Europe. Le tsar a-t-il réussi à européaniser son pays? Saint-Pétersbourg est une ville européenne. Et en tant que pétersbourgeois, je suis sans aucun doute européen, moi aussi. Dans le même temps, je suis russe. Et je dirais que rien n'empêche un Européen d'être russe, et vice-versa. Voilà ma réponse. Les relations entre la Russie et l'Europe restent mal définies, entre attirance et répulsion, autrefois comme aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, c'est plutôt le rejet qui prédomine au sein du peuple russe. Non seulement les Russes ne voient pas d'un bon œil le changement de capitale, mais ils n'ont pas plus envie d'apprendre le français que de se couper la barbe. En Allemagne, les débats sont du même ordre. On parle d'introduire un costume national pour se soustraire aux diktats de la mode parisienne. Rousseau déplore quant à lui au sujet des Européens. Tous ont les mêmes goûts, les mêmes passions, les mêmes mœurs. De nos jours, cette uniformisation s'étend au monde entier. Ce phénomène surprendrait probablement beaucoup nos ancêtres. Mais ce qui ici intéresse avant tout Rousseau, c'est la question de la liberté face au pouvoir dans une Europe dominée par des souverains absolus. Remettre leur pouvoir en question, telle est la mission que se fixent les philosophes des Lumières. Ils revendiquent un despotisme éclairé et deviennent les précurseurs d'un nouvel ordre, plus démocratique. Tout homme est libre par nature. Tous nos actes devraient reposer sur la raison. Que chacun pense par lui-même. Nous seuls sommes responsables de nos actes. Nous seuls sommes responsables de nos omissions. C'est vrai, mon cher Voltaire. Cependant, il convient de poser des limites au pouvoir. On le sait, dès qu'un homme accède aux plus hautes fonctions, il a aussi tendance à abuser de son autorité. C'est pourquoi il faut séparer les trois pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Les voilà les conditions de la liberté, et c'est la raison qui l'impose. Vous ne croyez pas? Rousseau ajoute sa contribution au débat. Dans Du contrat social, il plaide pour que la volonté générale devienne le fondement de toute action politique à venir. En d'autres termes, il propose de rejeter l'absolutisme au profit d'une république.
Aujourd'hui, les philosophes des Lumières sont reconnus à la hauteur de leur apport. C'est en partie sur leurs idées qu'est fondée notre Europe moderne et démocratique. Certains d'entre eux reposent ainsi sous la coupole du Panthéon. Mais dans l'Europe du XVIIIe siècle, l'accueil est plus mitigé. Les monarques européens refusent de reconnaître que l'absolutisme est dépassé. Du contrat social est interdit en France et vaudra des poursuites à son auteur. L'époque n'est pas encore tout à fait mûre pour ses idées. L'absolutisme et la concurrence divisent le continent et finissent par le plonger dans un conflit destructeur, la guerre de 7 ans. Elle éclate avant tout en raison des rapports de force entre grandes nations européennes. Les grandes maisons régnantes veulent redéfinir les équilibres géopolitiques en Europe et conquérir de nouveaux territoires. Bientôt, l'embrasement est général. Les différentes puissances en guerre en profitent aussi pour régler leurs différends dans les colonies. La guerre de 7 ans devient un conflit mondial, le premier à se dérouler sur 3 continents et sur les océans. C'est aussi le début de la fin pour les dynasties royales européennes. Leur temps est compté. Bientôt les peuples vont faire valoir leurs revendications. La boîte de Pandore est ouverte. L'esprit des Lumières est là, bien vivace. Bref, ils se sont bien fait écraser, les rois et les princes. Bien avant l'heure, le vieux continent s'entraîne déjà à la guerre mondiale. Eine halbe Million Tote allein in Europa. Spitzenbilanz. Et la France est à genoux financièrement. C'est pas étonnant que là-bas, quelque temps plus tard, le roi se fasse décapiter. Denn die Aufklärung bringt ein Kind zur Welt und es hört auf den Namen Révolution. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire arrivera. Dans le prochain épisode.